pense qu'on peut reprendre et on va reprendre avec le réel dans la langue une intervention de Laurent Combre. Bonjour, ravi d'être de nouveau présent dans ce colloque entre autres organisé par l'association Psychanalyse et Médecine dans la Cité. J'ai choisi un titre que j'avais proposé il y a quelque temps déjà, j'ai essayé de m'y tenir à ce titre-là, y compris au bref argument que j'avais proposé, donc le réel dans la langue. Je parlerai en fait d'un travail qui va être assez psychanalytique. Et le assez, vous l'entendez à la fois dans l'extrême ou dans la fois un peu, peut-être dans le trop, enfin bon, on verra. Pour démarrer, je fais quelques rappels, mais je crois que c'est des choses sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Si j'avais été vraiment ultra rigoureux, il aurait fallu que je relise les travaux sur l'éthique d'Aristote, de Spinoza et de Heidegger. Faute de temps, je n'ai pas pu le faire pour cette fois-ci. Mais je cite cela parce qu'ils ont quand même, ces auteurs-là, disons que ce sont... avec leurs ouvrages sur l'éthique, ils ponctuent assez fidèlement ce que l'on a coutume d'appeler les grandes époques de la civilisation dans cette façon contemporaine aujourd'hui, donc d'appréhender l'histoire de la science, des sciences. Ce repérage donc de quelques élaborations autour de l'éthique suit cette histoire du sujet de la science telle que la psychanalyse s'en empare. Cette localisation du discours a aussi pour effet de confirmer déjà ce que fondait la politique grecque. Il en a été très rapidement question tout à l'heure, mais on sait que pour la République grecque, la survie de la cité dépend de la façon dont sont formés les futurs citoyens. Et il s'agit dans ce cas donc d'exiger de ceux qui les forment de mettre leur art exclusivement au service de cet objectif. C'est ce qui était demandé aux artistes, par exemple, et il fallait qu'ils fassent ça, sinon ça risquait de mal finir pour eux. Si nous voulions alors transposer cela aux conditions d'existence de la psychologie, par exemple, aujourd'hui, la question se poserait en des termes très actuels, puisqu'il s'agirait de savoir si le psychologue est un psychologue de recommandation de bonnes pratiques, un psychologue d'État, pourrions-nous dire. C'est une question, ça, très actuelle. Or là, nous savons combien la psychanalyse, pour un peu que ce soit une psychanalyse rigoureuse, ne peut pas s'inscrire dans une telle perspective. Et pour cause. On le sait, les auteurs du manifeste pour la psychanalyse, suite de l'affaire de 2002 sur l'amendement Accoyer, donc les auteurs du manifeste pour la psychanalyse l'ont très bien démontré. Mais alors, la question est de savoir ce qu'il y a de si particulier dans la psychanalyse, dans ce que vise la psychanalyse, dans son éthique, au fond. Quelle est cette difficulté qui, pourrait-on dire, résiste tout autant à la conceptualisation qu'à la clinique même? Je vais m'appuyer alors pour avancer sur cette question sur le travail que nous menons à plusieurs à Toulouse et sa région, donc entre médecins, psychologues et psychanalystes, depuis donc des discussions sur nos pratiques, sur nos lectures, des analyses de travaux depuis les récits de patients, des discussions critiques aussi sur des constructions de dispositifs soignants, des hypothèses et tentatives de construction aussi sur ces dispositifs. Donc il y a entre autres Stéphanie Verne et Jean-Christophe Poutrin qui sont présents ici, et aussi d'autres collègues dont Abel Guillen, Anne-Sophie Guillem et Anthony Grieco. Ce qui ressort déjà donc de notre exploration, c'est quelque chose de déjà connu en somme. Les progrès de la science médicale ne peuvent s'obtenir qu'au prix d'une objectivation de la maladie qui met de côté le sujet. Je trouve que dans le témoignage sur le patient partenaire, il en était très bien question de ça, dans un autre sens, bien sûr. Cette exclusion donc, de la subjectivité du malade a été redoublée lorsque la médecine paternaliste instaurait un rapport vertical entre le médecin et le patient, et que ce dernier donc restait exclu des décisions qui étaient prises autour de sa maladie. Si le fait d'éduquer le malade et de lui donner accès aux connaissances médicales lui permet d'acquérir un certain savoir sur la maladie,
qui n'est donc plus réservé au seul médecin, il ne lui permet pas forcément de trouver une solution qui lui est propre pour vivre avec. Pas forcément, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Au mieux, ça lui permet quand même de prendre part à l'arbre décisionnel qui va du diagnostic au traitement, mais ça ne lui dit pas comment subjectiver ce qui lui arrive. Les prescriptions médicales, comme les règles d'hygiène, de diététique, peuvent venir s'opposer au désir du sujet malade parfois. Il n'est donc pas surprenant que des actes manqués viennent émailler la bonne observance des patients les mieux éduqués, je vais le dire comme ça. Ces actes manqués, ces fichus actes manqués, on pourrait dire. Mais la question la plus cruciale est peut-être à l'endroit où les différents savoirs s'épuisent. En effet, le malade doit s'expliquer avec un réel de la maladie qui vient faire effraction et qui est source d'angoisse. Et on pourrait même aller plus loin en disant le malade doit s'expliquer, ou le sujet doit s'expliquer avec un réel. C'est autour de ça que va tourner mon intervention. Il ne suffit pas donc que la personne soit responsable dans les décisions prises pour lui redonner la parole. Il faut donc s'appuyer sur d'autres dispositifs pour autoriser et favoriser des constructions subjectives en réponse aux bouleversements que provoque la maladie, car celle-ci vient mobiliser les grandes questions que sont la mort, l'amour et l'origine du sujet. Freud parlait de 3 rencontres fondamentales. Il parlait lui d'une femme, un père et la mort. 3 rencontres auxquelles le sujet doit donner une réponse, ce qui n'est pas toujours facile. Donc. Ainsi, certains sujets donc privilégieront l'art pour se faire entendre autrement. Dans les travaux que l'on a explorés, par exemple, on a fait plutôt une bonne rencontre avec les écrits de Claire Marin, que vous connaissez peut-être, pour qui était initialement philosophe, qui a été malade, et pour qui cette maladie a été une occasion pour elle de complètement renouveler ce qu'elle pouvait écrire dans la philosophie. Et ce qu'elle a pu dire, c'est que cette écriture lui a permis de se réapproprier une vie qui lui semblait ne plus lui appartenir. Elle y a trouvé donc une façon de se réintroduire comme sujet face à des énoncés où la maladie semblait avoir pris la première place. D'autres choisiront de s'appuyer sur la psychanalyse pour traiter le réel auquel ils sont confrontés et constituer un savoir qui leur est propre sur ce qui leur arrive. C'est quelque chose, dont a très bien témoigné Marie Cardinal dans son livre. C'est un livre un peu ancien, mais il est quand même précieux à lire. Au-delà de ces cas particuliers, donc, la question reste ouverte de la place que peuvent occuper des dispositifs dans la pratique médicale courante, sans que ces derniers alors perdent l'éthique qui peut les sous-tendre. Dans ces nouveaux dispositifs, nous nous sommes aussi intéressés ces derniers temps à la pratique de la médecine narrative, que vous connaissez peut-être. En effet, dans les années 1980, aux États-Unis, je vais le dire comme ça, la logique de marché a été introduite dans le système de santé. Les conséquences auront été désastreuses, au point que les décisions de santé puissent en arriver à ne plus être prises pour et ou par les malades, mais par et pour des actionnaires et des dirigeants d'entreprises. Pourtant, refusant ces perspectives décourageantes, des médecins et des patients ont commencé à s'opposer à ces dérives. C'est quelque chose donc, qui aura été porté par Rita Charon, la médecine narrative, cette médecine narrative donc, qui apparaît aux États-Unis comme une mobilisation de médecins face au changement du système de santé et comme réponse aux nombreuses accusations contre la pratique médicale et la formation des médecins alors dénoncés sous l'égide de l'impersonnalité, de la fragmentation, de la froideur, de la défense, de l'intérêt personnel et du manque de conscience sociale. Du côté de Rita Charon, quand on lit son premier ouvrage qui avait été traduit en français sur la médecine narrative, on voit bien qu'elle en a quand même, je vais le dire de façon un peu triviale, mais gros sur la patate, sur ce qu'est la condition du travail des médecins aux États-Unis. C'est, dit-elle, insupportable de penser une médecine aussi inhumaine. Alors cette médecine narrative donc a 2 visées. D'une part, permettre que les patients trouvent auprès du médecin ce qu'ils pourraient trouver auprès d'autres thérapeutes en faisant en sorte qu'ils soient mieux écoutés. D'autre part, seconde visée donc,
de produire des effets sur le médecin en place de soignant et d'écoute de son patient, effet donc de sa propre subjectivité. Autrement dit, la médecine narrative émerge comme une mobilisation de médecins vis-à-vis d'une logique de marché, ayant à cœur de renouer avec les valeurs fondatrices de la médecine hippocratique, l'art médical, tout en faisant la part belle à la parole, à la maladie comme vécue, et plus globalement au vécu, tant pour le patient donc que pour le clinicien ou le médecin. Les références à l'inconscient, le repérage de dévoilements subjectifs, tant pour le clinicien que pour le patient, indiquent que Rita Charon a la volonté dans sa pratique de redonner une place au sujet tel que la psychanalyse a pu le mettre au jour. De plus, plutôt que de se contenter de réactualiser les travaux de Balint dans sa pratique auprès des médecins, elle fonde la médecine sur les techniques narratives et de récit de soi, d'une part, donc en référence à Ricoeur et à la création littéraire, et d'autre part, c'est vrai, je le redis, elle s'appuie sur les questions propres au transfert, inhérentes à toute relation d'un sujet à un autre dans le soin ou la demande de soins, et elle s'intéresse au questionnement que ce transfert provoque chez celui qui en est l'objet. Si Rita Charon alors va chercher autant de concepts de la psychanalyse, elle part du moi, de l'inconscient, du rêve, du récit, du transfert, donc, etc., c'est parce que la psychanalyse est pour elle la seule discipline qui puisse être à la hauteur de cette tâche. Une telle référence, maintenant, soulignons-le, une telle référence, un tel appui, une telle base, n'est alors pas non plus sans conséquence pour cette discipline nouvelle qu'est la médecine narrative. Et je vais petit à petit venir vers ça. C'est-à-dire que dans le travail là, que nous on vient de terminer, d'ailleurs, on appréhende la médecine narrative, au fond, comme symptôme de la médecine contemporaine, mais médecine contemporaine au sens de déshumaniser, comme je le disais. Bien sûr, heureusement, tous les médecins ne sont pas inhumains. J'aurais apprécié un sourire dans la salle, ça m'aurait soutenu avec un tel énoncé, mais bon. Donc, ces nouvelles pratiques qui accompagnent la médecine contemporaine, l'éducation thérapeutique, par exemple, la médecine narrative, décentralisent la place du médecin dans le rapport au savoir médical. Mais il n'est pas certain que ces nouvelles perspectives, donc, d'une sorte d'inclusion du malade, comme d'une prise en compte du vécu du soignant, n'aient pas pour autant atténué l'inadéquation entre savoir de la science médicale et vécu du sujet. Nous avons en fait décelé dans ces travaux que, finalement, ces dispositifs sont des tentatives de traitement de ce que la médecine délaissait du fait de sa prise dans une nouvelle logique de gestion de soins. C'est pas vrai que 5 minutes ? Ah non, il me reste 10 minutes, j'ai démarré à 25. Non, je négocie, je suis pile à la moitié, c'est pour ça, j'ai regardé mon truc, j'étais bien dans les temps. Ouais, mais alors ne me faites pas parler à côté. Donc, ces nouveaux dispositifs donc, se présentent comme des symptômes en quelque sorte de la médecine purement technique. C'est ici que nous repérons donc, que nous avons essayé de repérer un enjeu éthique dont il s'agirait de parvenir à cerner, à repérer les coordonnées. Il va falloir que j'y aille en courant, c'est terrible. Alors, je vais faire un détour par la philosophie de Giorgio Agamben, qui est un auteur que je trouve particulièrement pour parler de ce genre de choses quand même. C'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses. Il parle, Agamben par exemple, il a quelques formules très porteuses dans sa théorie des signatures pour parler de ce que sont les manifestations de l'inconscient. Il parle donc de signatures, des rêves, des lapsus, en faisant référence à un événement. Pour la psychanalyse, en tout cas, on sait que le sujet est un sujet, au fond, dont on ne pourrait parler qu'on ne peut pas seulement parler dans l'histoire, mais il conviendrait plutôt de l'aborder ce sujet dans ce qui serait l'archéologie. Ça aussi, c'est quelque chose que Agamben travaille, l'archéologie, bien sûr, en reprenant ça chez Foucault. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas qu'une enquête historique, qui n'a pas affaire qu'à l'origine, mais qui doit se questionner un peu à la fois sur les repérages et les concepts qui permettent d'étudier un phénomène et savoir avoir une lecture critique de ces phénomènes et de ce repérage. C'est quelque chose, ça, que, au fond,
Lacan, je passe très vite, hein, c'est quelque chose que Lacan a aussi mis en exergue de sa question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, quand il nous indique que qu'il y a une sorte de réciprocité ou d'équivoque entre le percipiens et le perceptum, entre l'appareil qui perçoit et ce qui est perçu. Voilà pourquoi, on pourrait le dire comme ça, le travail avec ce que la psychanalyse colporte, donc je ne réduis pas ça à la cure psychanalytique, bien sûr, ce travail ne peut pas être qu'une psychanalyse appliquée, c'est-à-dire déchiffrer un discours avec un autre discours, c'est-à-dire interpréter à partir d'un modèle. Donc ça n'est pas non plus tout à fait une interprétation psychanalytique symbolique, quelque chose que l'on trouve travaillé par Lacan dans le séminaire 3, c'est-à-dire retrouver le trait d'incompréhension de la compréhension paranoïaque, mais donc plutôt une archéologie, puisqu'il s'agit de s'intéresser non seulement au trait d'incompréhension. Freud appelle ça l'ombilic du rêve quand il travaille dans l'interprétation des rêves, donc ce qui échappe à la compréhension. Donc pas seulement s'intéresser au trait d'incompréhension, mais aussi à la logique des discours à l'œuvre et à la façon dont ceux-ci causent et nomment l'objet qu'ils prétendent étudier. Je dirais alors que la question de ce travail donc, porte sur la façon dont nous utilisons et nous nous référons à la psychanalyse et peut se formuler assez simplement de la façon suivante. Quelles sont les conséquences de l'hypothèse de l'inconscient ? Je pense que c'est quelque chose à prendre de façon très au sérieux, ça. Quelles sont les conséquences de l'hypothèse de l'inconscient ? Pour avancer sur ça, je vais faire une brève analogie avec le domaine de l'art, encore en allant chez Agamben d'ailleurs. Dans un autre de ses textes qui s'appelle « L'homme sans contenu », il travaille Agamben sur le pop art et le ready-made, en disant que le pop art donc, se fonde sur une perversion du statut de l'activité productive. Mais le phénomène, là, dans le pop art, est inverse à celui du ready-made. Dans le ready-made, c'est ce que faisait Duchamp, il s'agissait d'utiliser un Rembrandt comme table à repasser. Dans le pop art, c'est l'inverse. On prend un objet manufacturé et on en fait une œuvre d'art. Ce qu'indique Agamben, en fait, dans ce travail, c'est qu'il met en balance ces deux pratiques artistiques, non pas pour mettre en avant l'effet qu'en effet il peut y avoir des pratiques artistiques standardisées, mais pour insister que ce qui devrait nous intéresser, c'est au fond l'effet de la présence de l'humain qui font que aucune de ces pratiques artistiques ne se révèle être la pratique artistique en quelque sorte, et il considère, je caricature un peu sa pensée, mais qu'il y a une sorte d'énigme du côté de l'intervention de l'humain. On pourra souligner, c'est au fond ça aussi qu'il travaille dans toute sa série Homo sacer. Il parle au fond de l'étrangeté dans la série Homo sacer, quelque chose qui en effet, cette étrangeté, c'est ce qui dans la société contemporaine pourrait être sacrifié au nom de la vie nue, de la politique, etc. C'est pas toujours simple à dire à Agamben, mais c'est quand même essentiel. 2 minutes, ouais, j'y vais en courant. Pour part, donc, c'est quelque chose, ça, qu'on peut retrouver du côté de la psychanalyse, attrapé sous ce qu'on appelle la notion de style de l'inconscient, par exemple. Il y a une collègue qui s'appelle Luz Zapata qui a écrit un livre qui s'appelle Le style de l'inconscient, qui est très bien, donc. Pop art ou ready-made, donc, nous indique au fond, ont un avantage sur la lecture psychanalytique symbolique et la psychanalyse appliquée, puisque ici, il n'est jamais exclu ce que ces deux perspectives, psychanalyse appliquée ou lecture psychanalytique symbolique, risquent d'exclure. Autrement dit, pour le dire vraiment d'une toute autre façon, pour toute pratique qui se revendique de l'éthique analytique, d'une part, il n'y a pas de clinique reproductible, et d'autre part, aucune clinique ne se déroule quand même sans la référence à un existant, à un point d'existence. C'est la façon, ça, dont nous pourrions repérer, alors dans ces grandes lignes, comment, il me semble, peut être soulevée la question de l'éthique, de l'hypothèse de l'inconscient depuis la psychanalyse. Lacan a des formules très tranchantes sur ce côté-là. Je crois que c'est dans l'éthique de la psychanalyse, par exemple, il peut dire que plus d'une fois, du temps où je parlais du symbolique et de l'imaginaire et de leur interaction réciproque, certains d'entre vous se sont demandé ce qu'était en fin de compte le réel. Eh bien, il ajoute, chose curieuse pour une pensée sommaire qui penserait
que toute exploration de l'éthique doit porter sur le domaine de l'idéal, sinon de l'irréel, nous irons au contraire à l'inverse, dans le sens d'un approfondissement de la notion de réel. La question éthique, dit-il, pour autant que la position de Freud nous y fait faire un progrès, s'articule d'une orientation du repérage de l'homme par rapport au réel. Alors, je conclus en 3 phrases. Nous le savons, vraiment nous le savons, enfin j'ai essayé de dire ça un petit peu dans ce bref exposé, la découverte et l'expérience de Freud valent comme une rupture dans le continuum hérité de la philosophie grecque et de la science, ce qui veut dire que cette éthique, Lacan l'indique, touche, sinon bouleverse, les langues, les discours et le politique. Cette même découverte de l'inconscient, donc, s'il peut s'agir maintenant de dire comment nous la repérons dans nos pratiques, dans les témoignages que nous recueillons, et les effets que cela peut avoir sur la transmission de cette éthique, et si la difficulté épistémologique quand même dont je parle dans cet exposé, si cette difficulté épistémologique a bien une consistance, alors ça veut dire quand même que pour nous, cette éthique, le problème avec l'éthique et avec l'exigence éthique, il me semble, c'est que ceci se confronte forcément à une absence de garantie.